Selon l'historien des couleurs Michel Pastoureau, le noir, à différents endroits du monde, est très tôt vu comme symbole de fécondité et de fertilité. Ainsi recouvre-t-il les statuettes des déesses mères proto-historiques ou bien habille certaines divinités associées à la fertilité, telles que Cybèle, Déméter, Cérès, Hécate, Isis ou Kali en Inde. Elles peuvent avoir la peau sombre, tenir ou recevoir des objets noirs et demander que leur soient sacrifiés des animaux de cette couleur. Parallèlement, le noir représente aussi la nuit et les ténèbres. Couleur des entrailles de la terre et du monde souterrain, le noir symbolise aussi la mort. C'est pourquoi, chez les Égyptiens, les divinités en relation avec la mort sont presque toujours peintes en noir, tel Anubis, dieu chacal et embaumeur qui accompagne le défunt jusqu'à sa tombe. Concernant cette symbolique mortuaire, Pastoureau estime que c'est vers 1660 que commencent les pratiques généralisées du deuil sous des formes textiles et vestimentaires. Et détail d'importance, il note que le noir habille tous ceux qui détiennent un pouvoir ou un savoir, tels que les juges, magistrats, avocats, professeurs, médecins, notaires. Bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui encore, policiers et CRS apparaissent le plus souvent habillés de noir, de même que les Black Blocs qui parfois leur font face, et qui paraissent aussi tirer leur force de cette couleur. Dans le cas de Spider-Man 3, le costume noir donne effectivement au héros plus de force en même temps qu'il semble l'entraîner vers le mal, ou tout du moins vers l'orgueil et la colère. De sorte, la couleur noire très signifiante dans Spider-Man 3 dispose d'un champ symbolique extrêmement vaste, avec une multiplicité de sens qui varie selon les époques. Je me limiterai donc à un seul angle, celui de l'hermétisme, pour aborder la symbolique du noir, car à bien y regarder, nombreux sont les films de Sam Raimi, Evil Dead, Intuition, Jusqu'en Enfer, Le Monde Fantastique d'Oz, ou même Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui gravitent chacun dans des sphères magiques, chacune pleine de symboles. Sam Raimi est-il versé dans l'hermétisme? La question mérite d'être posée. En ce cas, il nous faut définir l'hermétisme. D'hermétique, on connaît le sens de quelque chose qui est bien fermé, rien n'y entre et rien n'en sort. Mais l'hermétisme dont il est question ici tire son nom du dieu Hermès, analogue au Thoth des Égyptiens. En effet, tous deux sont intimement liés à l'écriture, au langage, à l'intelligence, à la science et à bien d'autres choses. Les historiens s'accordent sur une naissance de l'hermétisme avec un ensemble de textes attribués à Hermès Trismégiste vers le 2e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Un texte en particulier, très bref, la table d'émeraude, a fait l'objet de nombreux discours de la part des alchimistes arabes et européens à partir du Moyen-Âge. Car si pour certains commentateurs le texte fait écho avec une pensée magique et astrologique beaucoup trop vaste pour être abordée ici, pour les alchimistes, il est le plus parfait résumé des opérations au creuset pour la réalisation du grand œuvre, la pierre philosophale. On peut même la voir dans le premier Harry Potter au cinéma où l'alchimiste français Nicolas Flamel joue un rôle mineur dans cette saga. Of course, here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The what? Honestly, don't you two read? Ainsi, la pierre philosophale offre à son authentique possesseur une triple récompense, à savoir la sagesse, la santé et la richesse. Richesse car la dite pierre rouge aurait la propriété fantastique d'être mise en poudre de projection. De couleur jaune, elle peut maintenant transmuter les autres métaux en or. Appliquée au végétal, elle permet même d'accélérer la croissance des plantes pour en récolter plus vite les fruits. Santé car la pierre philosophale peut être mise sous forme d'élixir capable de guérir toutes les maladies et de prolonger la vie de plusieurs siècles. Idée sulfureuse mais qui résonne avec un projet très sérieux de Google à travers son entreprise Calico fondée en 2013 visant à repousser les limites de la mort. L'obtention d'un élixir a du reste une place importante comme récompense du héros dans sa quête initiatique chez Joseph Campbell. Enfin, la sagesse parce que l'alchimiste, par la réalisation de cette pierre merveilleuse, aura été instruit de tous les secrets de la nature et qu'il aura su, en obéissant à ses principes, la commander pour obtenir ce précieux don de Dieu, autre nom de la pierre précieuse que seul un sage peut réaliser, d'où son nom de pierre philosophale. Si l'hermétisme se définit généralement par tout ce qui a un rapport avec des textes attribués à Hermès Trismégiste, il pourrait plus largement être vu comme l'ensemble des contes, des fables, des mythes, des rites ou des fêtes religieuses. En fait, toute histoire qui contient un enseignement alchimique ou qui en agence les symboles. Les Éternels, de Chloé Zhao, est un bon exemple de film de super-héros qui exploite mythes et religions pour construire son récit. Mais est-il un film hermétique? Difficile de répondre. Le film fait tout de même mention de la table d'émeraude dont l'existence physique et historique est plus que douteuse. Or, elle devient ici un artefact magique. C'est un des nombreux objets historiques volés par Macquarie au cours des millénaires. Macquarie, dont le pouvoir et la vitesse, est en fait une incarnation d'Hermès Mercure, dieu voleur qui déroba peu après sa naissance 50 bœufs à son demi-frère Apollon. Il porte des ailes aux pieds.
Ainsi est-il un voleur dans tous les sens du terme, et sa version romaine est le plus souvent coiffée d'un pétard ailé dont héritera le premier Flash chez DC Comics. Car Mercure, messager des dieux, détient une vitesse extraordinaire. Il faudrait connaître l'alchimie entièrement et l'avoir pratiquée pour donner une réponse certaine. Mais on peut dire tout du moins que les Éternels a une dimension hermétique, dans la mesure où Chloé Zhao fait correspondre Makkari avec la super vitesse d'Hermès Mercure et avec la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Is that the ebony blade? Excalibur. Pour prendre un autre exemple hors film de super-héros, on pourrait encore citer le superbe Excalibur de John Boorman, où Merlin et Morgan parlent très directement d'alchimie pour se reconnaître. What is the stone that burns? Sulfur. To mix with mercury. Alors que l'alchimie était tombée dans une certaine désuétude au cours des 19e et 20e siècles avec le développement de la science moderne, un adepte à l'identité civile inconnue surgit mystérieusement. Son nom est Fulcanelli. Il fait paraître 2 livres en 1926 et 1930, Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales, qui, au fil des décennies, sont devenus des ouvrages de référence, tant en alchimie qu'en hermétisme et en ésotérisme. C'est notamment pour son étude de Notre-Dame de Paris, dans Le mystère des cathédrales, et plus spécialement des médaillons du porche central au portail du jugement, que Fulcanelli s'est fait connaître dans les milieux ésotériques. Il n'était pourtant pas le premier à les commenter sous un angle purement alchimique. Victor Hugo lui-même y faisait allusion dans son roman Notre-Dame de Paris, lorsqu'il écrit « Il n'est pas jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science, dont l'église Saint-Jacques de la Boucherie était un hiéroglyphe si complet. » Ces médaillons attribués à Guillaume de Paris datent de 1230, et celui qui nous intéresse concerne un oiseau que Fulcanelli identifie comme un corbeau, emblème de la couleur noire, et dont la femme qui le tient sur ses genoux symbolise alors la putréfaction. Pour l'alchimiste, cette noirceur qui apparaît après avoir mis son composé à cuire est le tout premier signe que sa préparation a été faite dans les règles de l'art et que la matière se décompose correctement. C'est en fait une dissolution radicale et aussi l'indice que l'âme s'est envolée du compost, raison pour laquelle l'opération est symbolisée par le volatile noir, signifiant par là l'abandon de la partie volatile et aqueuse du composé, qui se disloque, provoquant alors cette coloration bleu foncé au noir et dont témoignent tous les alchimistes opératifs. Le principe derrière cette opération est de purifier la matière pour l'amener à un état supérieur. C'est par la mort même de cette matière qu'elle va pouvoir se transformer pour se débarrasser de ses superfluités au moment même de la putréfaction. La putréfaction est donc le seul et unique moyen pour séparer les parties impures de la partie la plus pure, amenée à devenir la pierre philosophale. La romancière Marguerite Yourcenar nomme cette opération Opus Nigrum, traduction en latin de l'œuvre noire, dans son livre éponyme, tandis que Carl Gustav Jung, qui a longtemps étudié l'alchimie pour en inclure certains procédés dans sa psychologie analytique, Jung la nomme Nigredo. Ouvrons ici une parenthèse psychologique pour dire que la putréfaction, chez Jung, symbolise l'état même du patient lorsqu'il est plongé dans son inconscient au cours de l'analyse. Dans Psychologie et Alchimie, il dit: pendant qu'il travaillait à ses expériences chimiques, l'adepte vivait certaines expériences psychiques qui lui apparaissaient comme le déroulement propre au processus chimique. Il vivait sa projection comme une propriété de la matière, mais ce qu'il vivait était en réalité son propre inconscient. Par le terme projection, Jung entend le mécanisme de transfert tel que défini par Freud. C'est l'actualisation dans le champ psychanalytique d'un problème inconscient dont les racines plongent dans l'enfance. Elle s'opère au cours de la relation entre le patient et son médecin, qui le plus souvent incarne son surmoi. C'est une plongée dans l'inconscient où le psychanalyste joue le rôle de guide à la manière de Charon, d'Anubis ou de Merlin. C'est, chez Joseph Campbell, le rôle mercuriel tenu par Méphistophélès dans Faust. C'est le même diable que celui de l'étudiant de Prague. En définitive, le Nigredo tel que Jung et ses disciples conçoivent n'est nullement une opération chimique ou matérielle. Pour Jung, la putréfaction est allégorique, métaphorique, virtuelle. La matière première n'est pas minérale, mais spirituelle. La putréfaction de Jung, son Nigredo, son chaos universel, c'est l'obscur état initial. C'est l'inconscient. Cette parenthèse faite, revenons à l'hermétisme de la couleur noire. Le corbeau, emblème de la putréfaction, figure chez Fulcanelli dès le frontispice du mystère des cathédrales. À côté d'un livre ouvert, il est juché sur un crâne humain. L'image d'un oiseau sur un crâne figurait déjà sur un des caissons du plafond de la chapelle de l'hôtel L'Allemand à Bourges, et qui date de la Renaissance. On la retrouve même au cinéma dans le classique de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains de 1937, lorsque la reine maléfique complote contre l'héroïne. Un livre d'alchimie se fait d'ailleurs remarquer dans le décor parmi les alambics propres à la voie humide et qui figure également au frontispice du mystère des cathédrales. Alors on ne saurait dire si l'un a influencé l'autre, d'autant plus que les livres de Fulcanelli ne se feront connaître du grand public qu'à partir de l'après-guerre.
Mais le conte de Blanche-Neige, comme les autres contes de Mamerlois par Charles Perrault, pourrait bien être d'essence tout hermétique. On y trouve notamment un miroir de vérité, dont Fulcanelli explique par ailleurs la valeur symbolique. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Noir, blanc, rouge, ces trois couleurs symbolisent les grandes phases de l'œuvre qui démarrent avec le passage au noir de la matière engagée, ensuite par la réalisation du mercure philosophique qui est de couleur blanche, et enfin c'est l'obtention de la pierre qui est un corps cristallin rouge-pourpre. Cette triade de couleurs ô combien signifiante se retrouve dans bien des histoires, les plus connues étant le Petit Chaperon Rouge ou la fable du corbeau et du renard. Quant à Sam Raimi, on retrouve au tout début d'Evil Dead 2 la tête de mort accompagnée d'un oiseau noir, dessiné par l'artiste Tom Sullivan qui travailla aussi aux effets spéciaux du film. Or le livre est pour les alchimistes un emblème de grande importance puisque c'est un des nombreux symboles de la matière première des philosophes. Car bien qu'ils s'interdisent formellement de la nommer, ils se montrent cependant enclins à la décrire. Ainsi sa texture cristalline et lamelleuse, formée de feuillets superposés, évoque les pages d'un livre. Le premier travail pour l'alchimiste est donc d'ouvrir ce livre. C'est-à-dire d'ouvrir la matière en lui apportant une première purification par la putréfaction. C'est tout le sens hermétique du livre ouvert et du livre fermé tenu par la déesse Cybèle à Notre-Dame de Paris. Et c'est encore, dans l'Apocalypse de Saint Jean, le livre fermé par 7 sceaux que l'alchimiste doit ouvrir un à un pour obtenir le précieux mercure philosophique. Evil Dead 2 est par ailleurs le digne héritier des Memento Mori médiévales, aussi appelées danse de mort ou danse macabre. Dans ces représentations comiques, la mort se joue des humains et elle n'épargne personne. Riches ou pauvres, princes, ecclésiastiques ou paysans, tous sont égaux devant elle. Car de par leur forme, ces crânes ne peuvent pas cacher leurs dents sous une chair qu'ils n'ont plus. Ainsi nous sourit-il en permanence pour nous dire avec malice « Souviens-toi que tu vas mourir ». Si l'artiste allemand Hans Holbein le Jeune s'est rendu célèbre pour sa tête de mort en anamorphose dans Les Ambassadeurs, le public connaît moins ses simulacres et historiés face de la mort, gravures pourtant saisissantes. Christian Huygens, scientifique hollandais et inventeur de la lanterne magique, fut fasciné par ces images au point, comme le raconte Laurent Manoni, de les reproduire dans son jardin, puis d'en faire une projection animée qui montre le squelette enlever et remettre sa tête à volonté. On pouvait donc déjà animer des personnages avec la lanterne magique. Après lui s'organisent les fantasmagories de Philidor et de Robertson. Le public pouvait y voir une tête de mort ailée, donnant l'illusion terrorisante qu'elle se rapproche. Le spectateur ignorait qu'une lanterne magique était cachée de l'autre côté de l'écran et qu'en reculant l'appareil, l'image s'agrandissait, du travelling avant l'heure. Cette tête de mort ailée figure justement dès les premières images d'Evil Dead 2, et son sens hermétique est finalement le même que celui du corbeau qui indique une putréfaction. Bricoleur et ingénieux, Sam Raimi s'inscrit également dans la droite lignée de Georges Méliès, qui fut d'abord illusionniste et s'amusait entre autres à faire intervenir des squelettes, la mort en personne donc, dans ses farces magiques sur la scène du théâtre Robert Houdin. Comme cinéaste, il en fera de nouveau un motif pictural lugubre, mais toujours rigolo. On trouve ainsi des Memento Mori chez Méliès dès 1896, avec Le Manoir du Diable, puis Le Château Hanté en 1897. Le cinéma en est alors à ses premiers balbutiements. Méliès tournera aussi de nombreux films très populaires où il joue à volonté avec sa tête. Sur ce point, L'Homme à la tête en caoutchouc, réalisé en 1901, est aujourd'hui encore un pur chef-d'œuvre d'effets spéciaux. On pourrait dire qu'à sa manière comique, il rejoue le mythe parisien de Saint-Denis qui continua de vivre malgré sa tête coupée. Chez Raimi, c'est une femme, la fiancée de Bruce Campbell, devenue démoniaque, qui retrouve sa tête coupée grâce au moyen du stop-motion dans une séquence animée par le génial Doug Beswick. Mais quittons Evil Dead 2 dont on pourrait discourir sans fin, tant il y a à dire, pour brièvement nous intéresser à un autre film de Sam Raimi, à la mise en scène par ailleurs radicalement inverse, car moins explosive, plus en retenue et qui fait suite au malheureux échec commercial de Mort ou Vif, western portant franchement jouissif et à la mise en scène toujours aussi prodigieuse. Il s'agit donc d'un plan simple, film noir sorti en 1998, qui, s'il rappelle le Fargo des frères Cohen avec ses plans de neige et ses histoires d'argent, m'interpelle surtout ici par la présence de corbeaux qui viennent contraster avec la blancheur du cadre. Ceux-ci annoncent systématiquement par leur présence la découverte d'un cadavre ou la mort certaine d'un personnage. Or, au noir des corbeaux et au blanc de la neige s'ajoute encore la couleur rouge, particulièrement présente au début du film avec le pick-up, les fleurs ou encore le renard qui tient une volaille dans sa gueule. Il y a d'ailleurs une analogie explicite entre le goupil et les protagonistes qui vont eux aussi commettre un larcin.
Jetons un dernier coup d'œil au portail central de Notre-Dame de Paris pour y remarquer le médaillon d'une chimère mi-coq, mi-renard. Toujours selon Fulcanelli, le coq, par sa nature volatile, emblématise le mercure comme principe féminin, tandis que le renard, par sa couleur rouge, représente le soufre, principe masculin. Le médaillon est ici relatif à l'extraction du soufre rouge par le mercure. Or, c'est une image qui sera utilisée au XVe siècle par le moine alchimiste Basile Valentin dans un traité richement illustré et parmi les plus respectés des philosophes hermétiques, les 12 clés de la philosophie. On y voit un coq qui mange un renard, tandis que le renard dévore lui aussi un coq. Le résultat de cette opération est donc la chimère figurant au portail de Notre-Dame. On en arrive à Spider-Man 3. Alors, est-ce à dire que le film est une métaphore au sens de Jung de la plongée du héros dans son propre inconscient et duquel il ressort grandi après avoir affronté ses monstres intérieurs? Le costume noir symbolise-t-il cette entrée dans la Nigredo? Oui, assurément. Mais cette lecture du film est loin d'épuiser les possibilités d'interprétation. Car nous assistons aussi à la dislocation de Spider-Man, puis à sa restauration, de même que le mixte en putréfaction se solidifie à nouveau avec l'arrêt du feu. Par ce processus, la matière est devenue plus claire, plus pure. Elle a perdu en masse ce qu'elle avait de scorie. Elle a été purifiée par le moyen d'une dissolution suivie d'une coagulation. Cette opération est dite solve et coagula. Alan Moore, le bien fameux scénariste et romancier de Northampton, en a parlé dans plusieurs interviews. Alors laissons-lui donc la parole sur ce processus. The alchemists had two components to their philosophy. These were the principles of solve and coagula. Solve was basically the equivalent of analysis. It was taking things apart to see how they worked. Coagula was basically synthesis. It was trying to put the disassembled pieces back together so that they worked more efficiently. These are two very important principles which can be applied to almost anything in culture. There has recently, in literature for example, been a wave of postmodernism, deconstructionism. This is solve. Perhaps it is time in the arts for a little more coagula. Having deconstructed everything, perhaps we really should be starting to think about putting everything back together. Moore est familier du procédé au point de l'avoir largement utilisé dans son écriture super-héroïque, notamment sur Miracle Man, Watchmen ou encore Suprême, que tout lecteur de comics doit lire, tout affaire cessante. Et justement, la transformation de William Baker en Sandman dans Spider-Man 3 n'est rien de moins qu'un solve et coagula. Mass. That's probably a bird. It'll fly away when we fire it up. Initiating demolecularization. Qui rappelle fortement aussi la mort du Dr Osterman dans Watchmen pour devenir le Dr Manhattan, un nouvel être à la puissance phénoménale. L'accident scientifique est un ressort bien connu des scénaristes pour attribuer des pouvoirs aux personnages. Et quant à nos principes alchimiques, il me reste une dernière spéculation à vous faire en rapport avec la trilogie de Sam Raimi. C'est bien sûrement un hasard, mais Peter signifie justement pierre en anglais. Et en ce sens, il est autant la pierre des philosophes que celle qui symbolise l'apprenti en franc-maçonnerie, amené à devenir compagnon et plus tard maître. Apparue au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie trouve son origine dans les confréries de bâtisseurs du Moyen-Âge, et notamment des cathédrales gothiques. Ces confréries sont aussi du syndicalisme avant l'heure, protégeant les intérêts des travailleurs, interdisant par exemple le travail de nuit, tout en protégeant aussi les secrets d'architecture détenus par les maîtres, dont les évêques, comme les rois qui leur passaient commande, étaient tenus à distance. C'est lorsque les maçons opératifs ont commencé à admettre des gentlemen non bâtisseurs que la franc-maçonnerie est devenue au fil du temps une organisation philosophique et spéculative. Il est aussi évident que la franc-maçonnerie reproduit sous une forme symbolique le processus alchimique, et particulièrement lorsque le nouvel entrant est admis au cabinet de réflexion pour y rédiger son testament, comme le révélait d'ailleurs une émission des Dossiers de l'écran diffusée en 1975 sur Antenne 2. Lorsque le candidat est accueilli à l'entrée de la Grande Loge, il est introduit immédiatement dans le cabinet de réflexion. C'est ce que nous appelons l'épreuve de la Terre, et elle fait partie de l'initiation qui se rapporte à la théorie platonicienne que la franc-maçonnerie a mise en symbole et en psychodrame. Le cabinet de réflexion n'est autre que l'œuf philosophal des alchimistes, la caverne du monde. Les trois principes hermétiques figurent, avec le soufre symbole de l'esprit, le sel
symbole de la sagesse et de la science, le mercure, emblème solaire. Il y a sur ce cabinet de réflexion une inscription, vitriol, dont chaque lettre est la première d'une phrase tirée du latin. Visite l'intérieur de la Terre et en la rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. On distingue un crâne humain qui est le symbolisme de la mort du profane aux préjugés vulgaires pour renaître à une vie supérieure. Voilà l'explication qui est donnée concernant le cabinet de réflexion et qui est la première épreuve. Dans son livre Symbolique des outils maçonniques, Robert Amblin rapporte qu'au sortir du cabinet de réflexion, le candidat, devenu apprenti, obtient son premier outil, un tablier, qui protégeait alors le tailleur de pierre des éclats se produisant au cours de la taille du bloc. L'apprenti acquiert ensuite maillet, ciseaux et levier, avec lesquels il va pouvoir dégrossir la pierre brute. Devenu compagnon, c'est avec l'aide du fil à plomb, du niveau et de l'équerre qu'il va pouvoir en faire une pierre cubique parfaitement régulière. Enfin, parvenu au rang de maître, il acquiert la truelle, mais surtout la règle et le compas, avec lesquels il peut maintenant travailler sur la planche à tracer dans un monde non plus à 3, mais à 2 dimensions. C'est le monde des images, ou encore le plan des idées éternelles de Platon, que nous avions brièvement évoqué avec les Indestructibles. Ainsi pourrions-nous appliquer une lecture hermétique et maçonnique à la trilogie de Sam Raimi pour dire que Peter Parker est sa propre pierre et qu'à la suite des 3 films ou des 3 itérations de la même opération, dite Solve et Coagula, il a obtenu l'étoile qui marque la fin du premier œuvre des alchimistes et dont la couleur noire marquait l'entrée. Cette étoile est décrite par de nombreux auteurs. Isaac Newton, père de la physique moderne, en parle même dans ses carnets accessibles sur internet où il écrit en latin qu'il a vu cette étoile philosophique lors de ses expériences au laboratoire. Mais aujourd'hui encore, c'est une chose peu connue que Newton s'intéressa à l'alchimie. Une étoile apparaît donc miraculeusement sur la matière recomposée, s'affirmant de plus en plus lorsque l'opération est répétée 2 à 3 fois. Or, c'est elle qui assure à l'opératif qu'il a suivi la bonne voie dans l'élaboration de la pierre philosophale. Sur le plan spéculatif, cette pierre étoilée correspond aussi à celle cubique des francs-maçons, symbole du passage d'apprenti à compagnon. Et c'est également la pierre angulaire sur laquelle repose le temple intérieur que l'initié cherche à réaliser. Ainsi, Peter pourrait être une allégorie de ces pierres qui se correspondent entre elles à des niveaux différents. Reste à savoir maintenant si le sens que je propose est une volonté de Sam Raimi ou le fruit du hasard. En tout cas, la présence redondante d'étoiles mêlée à la noirceur de ce 3e film, pour sûr, fait bien mes affaires quant à une interprétation hermétique de Spider-Man 3. Mais à la question, Sam Raimi est-il un cinéaste hermétique ? Je ne peux, malgré tous mes efforts pour en articuler les éléments, apporter une réponse définitive. Raimi lui-même, si la question lui était posée, offrirait-il une réponse satisfaisante ? Probablement pas. Au mieux, il nous éclairerait sur ses lectures. C'est que les films, parfois, dépassent les intentions de leurs auteurs. Christopher Nolan, par exemple, ne cherchait nullement à faire un film monomythique avec Batman Begins, et pourtant il est de bout en bout, cochant toutes les cases du voyage du héros de Joseph Campbell. Pour Sam Raimi, on peut clairement dire que la magie, au sens large, est un thème récurrent dans son cinéma. Or, celle-ci utilise souvent des symboles qu'elle a en partage avec l'alchimie. Mais nul besoin d'être occultiste pour savoir que les colombes sont un symbole de paix et de pureté, ou que les corbeaux ont à voir avec la mort. Un visionnage du film Les oiseaux d'Hitchcock peut suffire à véhiculer cette association d'idées. Cette séquence a d'ailleurs sûrement inspiré un autre réalisateur, Dario Argento, pour son film Opéra sorti en 87. Or, contrairement à Raimi, il est beaucoup plus certain que le cinéma horrifique du maître italien est teinté d'hermétisme, et notamment dans Inferno, son film le plus cryptique, qui commence avec l'ouverture d'un livre, symbole de la matière première, mais qui, détail d'importance, se fait à l'aide d'un couteau en guise de coupe-papier. Et pour bien enfoncer le clou, Argento est effectivement un lecteur de Fulcanelli, ainsi qu'il le raconte dans son autobiographie, ou bien devant la caméra de Jean-Baptiste Toré. Il y a beaucoup de corbeaux.